La Première Guerre mondiale est un événement d'une importance considérable à tous égards. Et on peut la voir, ça a été proposé par beaucoup de personnes, et je pense à juste titre, comme simplement le début d'une guerre de 30 ans qui se termine en 1945 en réalité. Mais en tant que telle, elle a été la première expérience en vraie grandeur de ce qu'on peut appeler une gestion industrielle du matériel humain. Et dans le cadre de la conduite de cette guerre, on a mis en œuvre, pour assurer le ravitaillement sur le front et le renouvellement des troupes qui étaient consumées selon un processus comparable à celui du marché, note Ernst Junger, on a mis en œuvre les techniques du taylorisme qui jusqu'à présent n'étaient pratiquées que de façon locale. Là, ça a été généralisé pour la conduite de la guerre. Et revenant tous les esprits qui... sensibles, enfin, ou non sensibles, qui ont participé à cette guerre n'en sont pas ressortis indemnes, comme on le sait bien. Et parmi ceux qui ont réfléchi à l'expérience de la guerre, l'un des plus, dont les réflexions sont les plus remarquables, c'est certainement Ernst Junger, qui cherche à donner un sens à ce qu'il a vécu. C'est un aristocrate prussien qui voit s'effondrer quelque chose, qui essaie de donner du sens, et en tout cas qui a un jugement très lucide sur la nouveauté radicale de cette guerre par rapport aux conduites antérieures de la guerre, en disant, avec les nouvelles méthodes qui ont été appliquées, dit-il, il n'y a pas une seule couturière dans sa campagne reculée qui n'ait pas participé d'une certaine façon à l'effort de guerre. Donc il dit, il y a une totale Mobilmachung, une mobilisation totale qui caractérise cette nouvelle façon de faire la guerre. Pour expliquer la modernité, enfin l'actualité inchangée de cette, ou revenue plutôt de cette idée de mobilisation totale, on pourrait faire un rapprochement avec, que je n'avais pas fait dans le cours, mais il m'est venu à l'esprit depuis en entendant un discours de M. David Cameron, le Premier ministre britannique, qui il y a 2 ans, pour présenter aux Britanniques son projet politique, a expliqué, nous sommes dans un global race. We're in a global race. We're competing against these new rising countries in the south and the east of our world, like China and India. And I want Britain to be a success story. Ça veut dire une course mortelle. Une course mortelle où nous n'avons pas d'autre choix, c'est nager ou couler. Donc l'horizon politique, là aussi, est une sorte de darwinisme généralisé, où il n'y a pas d'autre horizon que de se battre, et soit on survit soi-même aux dépens du voisin, soit on doit disparaître. Mais le global race de M. Cameron, ce qu'il a en tête, c'est évidemment la compétition sur les marchés internationaux, et le marché total prend ici la place qui était celle de la guerre totale en 1914. Et il y a là l'abandon, avec ce retour de ce thème de la mobilisation totale, de ce qu'avait pu être l'effort à la fin de cette guerre de 30 ans, c'est-à-dire à la fin de la guerre de 1945, lorsque par un certain nombre de textes fondateurs comme la Déclaration de Philadelphie ou la Déclaration universelle des droits de l'homme ou le premier projet d'une organisation du commerce international, on a eu l'idée qu'il fallait au contraire reconstruire un ordre juridique international sur la collaboration entre les nations. Et ce modèle a été rejeté par les pays du Nord à plusieurs reprises, qui ne voulaient pas affirmer au plan international une solidarité avec les pays du Sud et qui ont poussé pour qu'au contraire, ce qui devienne la règle des relations internationales, c'est la compétition de tous les pays les uns contre les autres. Ce qui a été acté finalement avec l'Organisation mondiale du commerce et ce qui débouche sur le Global Race et le retour à cette idée de la mobilisation totale. Évidemment, tous les dimanches, travail de nuit. Le travail de nuit des femmes a augmenté de 100% en 15 ans, par exemple, en France. On vient d'avoir hier des éléments sur les conséquences médicales et sanitaires du travail de nuit pour les deux sexes qui sont tout à fait préoccupants. Donc nous sommes vraiment aujourd'hui dans cette atmosphère de il faut mobiliser, supprimer toutes les limites qui peuvent exister au travail sur les horaires. Nous sommes à nouveau dans cette atmosphère de mobilisation totale et qui n'est plus dans le cadre d'une guerre par les armes mais d'une guerre économique.
Trentin est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai des rapports très amicaux. Sa biographie est particulièrement intéressante parce que son père était le seul professeur de droit à avoir refusé de prêter allégeance à Mussolini. Il a été élevé dans le sud de la France, il était de double culture italienne et française, et il a été un des grands leaders du syndicalisme italien dans les années 70 et l'un des artisans de la déstalinisation, si l'on peut dire, de la gauche italienne. À la fin de sa vie, il a été, dans une certaine mélancolie d'ailleurs, dont il me faisait part, membre du Parlement européen. Et il est l'auteur d'un livre majeur, La Cité du Travail, qui a été donc republié là, chez Fayard il y a quelques années. Il est important parce qu'il a réexhumé tous les débats qui ont pu exister à l'époque du Fordisme, c'est-à-dire justement dans l'après-Première Guerre mondiale. La question s'est posée à la gauche politique et syndicale de savoir pourquoi nous battons-nous. Question importante, parce que sans avoir l'idée d'un horizon mobilisateur, l'idée d'une société meilleure, il n'y a pas de lutte politique possible. C'est un des problèmes de la panne actuelle. C'est là qu'il opposait d'ailleurs le réformisme et le transformisme. Il disait une politique réformiste, c'est une politique qui a en vue. Il faut commencer par se demander quel monde je veux bâtir. Ensuite, on essaie de prendre des moyens politiques de le bâtir. Le transformisme, c'est un vocabulaire propre au vocabulaire politique italien, mais qui peut très bien être transposé en France. C'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Donc je m'adapte pour pouvoir rester au pouvoir, et nous en avons quand même certains exemples aussi en France. Il est inutile que je m'étende sur ce point. Donc la question qui s'est posée pour la gauche politique et syndicale dans l'après-Première Guerre mondiale était de savoir, est-ce que ces nouvelles formes d'organisation du travail, tayloristes, qui ont pour prix la décérébration des travailleurs, donc d'avoir toute une vie de travail rivée à une machine, mesurée par des contremaîtres, sans capacité d'initiative, est-ce que c'est tolérable ? Il rappelle les débats qu'il y a eu. Certains ont dit non, le grand enjeu de justice sociale, c'est de permettre à chacun d'avoir un travail réellement humain. La notion de travail réellement humain, je l'emprunte au préambule de la Constitution de l'OIT de 1919. Mais ce courant, illustré en France notamment par Simone Veil, qui disait là est la grande injustice, qu'on réduise les masses humaines entières à l'état de troupeaux décérébrés. D'une façon générale, et y compris en Union soviétique, on a dit non, parce que ça, c'est le prix à payer pour la modernité technique. C'est la science qui veut ça. Et donc, le périmètre de la justice sociale s'est restreint du même coup simplement à des enjeux quantitatifs de compensation. Quel prix je vais payer, je vais pouvoir arracher en contrepartie de cette vie amputée de sens que je dois livrer à l'entreprise. Quel prix et pendant quelle durée? Donc je vais essayer de diminuer la durée, donc c'est toutes les thématiques de temps de travail, augmenter le prix, les thématiques de salaire, assurer la sécurité physique. C'était les trois éléments de base des revendications de justice sociale, et c'est ça qui est à l'origine du concept d'emploi. La notion d'emploi, c'est cette espèce d'échange. Je renonce à toute liberté dans mon travail, j'accepte d'être aliéné parce que c'est le progrès, mais en contrepartie, ça ne sera pas trop longtemps et je serai bien payé, j'aurai une retraite, etc. Donc ça a été ce pacte fondateur de l'État social moderne. Et Trentin a bien vu s'effriter ce pacte, et c'est cela qui nous avait rapprochés, la nécessité de ne pas se borner à une attitude défensive, mais de réouvrir des horizons mobilisateurs et de saisir les opportunités des nouvelles formes d'organisation du travail dans le sens d'une émancipation plus grande, et d'un travail plus réellement humain. Concernant la responsabilité, l'acuité du problème vient de ce que dans les liens d'allégeance tels que nous avons décrits, alors si on prend par exemple dans l'ordre économique les chaînes de production internationales ou le t-shirt vendu ou la pièce de confection vendue à Paris est le produit d'une chaîne de fabrication qui va impliquer des travailleurs en Tunisie, au Bangladesh, etc. Ces chaînes de production donnent la possibilité à ceux qui détiennent les clés du pouvoir économique de tirer parti de cette organisation sans avoir à répondre
des dommages qu'elle peut créer. Donc cette possibilité de déconnecter les lieux d'exercice du pouvoir avec les points d'imputation de la responsabilité est une question majeure. Et elle n'est pas simple à résoudre parce que nous sommes habitués à penser qu'il y a un responsable et un seul. Or, sur ces chaînes de production, si on reprend le cas du Rana Plaza, les dirigeants d'entreprise Rana Plaza étaient de parfaits salopards, si vous me permettez l'expression, puisqu'ils ont consciemment exposé à la mort leurs ouvrières. Donc, c'était la cupidité et un esprit criminel. Donc il n'y a aucune raison que ces gens échappent à leurs responsabilités sous prétexte qu'eux-mêmes travaillaient sous la pression de grandes entreprises qui préféraient ne pas savoir dans quelles conditions ils faisaient travailler ces ouvrières. Donc le problème est une distribution de la responsabilité dans ces réseaux d'allégeance en essayant d'indexer le degré de responsabilité sur le degré de détention du pouvoir. Et en identifiant aussi un responsable en dernier ressort. Parce qu'on a toujours aussi, si on n'en trouve pas d'autres, il faut qu'il y en ait un qui réponde, et c'est généralement celui qui est le dirigeant en dernier ressort. On a quelques exemples déjà en droit des solutions qui peuvent être apportées en ce domaine. Je pense en matière européenne en responsabilité des produits défectueux. On peut remonter la chaîne jusqu'à celui qui a mis le produit sur le marché. Bon. Eh bien, donc il existe une solidarité entre les différentes composantes de l'acte économique. La solidarité est vue comme un ennemi dans l'idéologie néolibérale. C'est dit clairement par Hayek, qui dit que c'est un reste atavique dont il faut se débarrasser, puisque nous allons vers un monde qu'il appelle la catalaxie, donc toute la planète, tout le globe. Ça, c'est la globalisation, par opposition à la mondialisation. Le globe est peuplé de particules contractantes qui maximisent leurs utilités individuelles, donc qui interagissent. Pour que cette interaction soit fonctionnelle, il faut assurer les 3 lois fondamentales, propriété, responsabilité, force obligatoire des contrats. Pour le reste, rien ne doit empêcher la liquidité du système, et les solidarités sont vues comme une sorte de caillot dans un système sanguin. Donc il faut les démanteler. D'où en particulier l'agressivité contre la liberté syndicale, la grève, qui sont les formes les plus irritantes à leurs yeux de la solidarité. Ou aussi les entreprises de services publics, dans la mesure où les services publics qui sont des monopoles contraires à cette mise en compétition généralisée. Alors, la tendance lourde est donc de démanteler les formes instituées de la solidarité telles qu'elles avaient été instituées sous l'égide de l'État social. Si vous démantelez ces systèmes, le besoin quand même de trouver des protecteurs ou de pouvoir compter sur des gens à qui vous allez faire appel demeure, mais la solidarité va réapparaître sous des formes souvent identitaires, religieuses, tribales, ethniques, et il me semble que cela permet d'éclairer la situation présente où d'un côté on a un affaissement, une mise en accusation de toutes les formes de solidarité instituées nées de l'État social, et de l'autre la résurgence à gros bouillon de formes de solidarité qu'on pourrait dire communautaires, ethniques, identitaires, et qui sont rarement bienveillantes, parce que ce sont des solidarités de combat la plupart du temps. D'où l'importance d'abord de ne pas sanctifier la solidarité en tant que telle. On l'a vu à propos de la guerre de 14, le darwinisme faisait une place à la solidarité en transportant la guerre de tous contre tous de l'individu vers le groupe. Donc il ne faut pas la sanctifier, mais il ne faut pas croire qu'on puisse la liquider. Donc là encore, on se retrouve, comme nous le disions à l'instant, face à la question comment repenser des systèmes de solidarité qui soient adaptés à l'état présent des mœurs, des cultures, des techniques, dans leur diversité à l'échelle du monde. Tel serait un véritable projet de mondialisation.